Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette deuxième édition de la Matinée Agri chez Agridé à Paris. Bienvenue à tous. Donc ce matin, nous allons vous parler de l'eau. Et pour ça, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Carole Hernandez-Zakin, docteur en droit, spécialisée en droit rural et droit environnemental et membre de l'Académie d'agriculture. Carole, vous menez une carrière riche en enseignement puisque vous enseignez à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais vous avez aussi une activité de conseil juridique, notamment ici à Agridé, chez Invivo, et aujourd'hui à travers votre cabinet Zakin Consulting. Vous êtes l'une des rares spécialistes des interactions entre réglementation environnementale et agriculture. Vous intervenez au plus près des problématiques des agriculteurs, mais vous prenez toujours leur défense. Vous nous proposez aujourd'hui d'explorer un sujet crucial pour le monde agricole, l'impact grandissant du droit environnemental sur l'accès aux ressources essentielles que sont l'eau, les sols et la biodiversité. On le voit avec les intrants, hein, aujourd'hui, une gestion soumise à des règles de plus en plus strictes et sur le terrain, des défis de plus en plus importants à relever pour les agriculteurs. Votre intervention portera aussi sur la dynamique récente qui voit le ministère de l'écologie et les territoires, la DDT, les régions, les départements, prendre le pas sur le ministère de l'Agriculture quand il s'agit de gestion des ressources naturelles. On le voit aussi avec l'eau, c'est un point de friction particulier et on a d'ailleurs l'impression sur ce sujet que le droit se joue davantage devant les tribunaux que devant les instances législatives. Enfin, vous nous ferez part de votre sentiment sur l'actualité politique et législative. Vous nous parlerez de notre loi sur l'agriculture, voir où elle en est, et puis également de la conférence sur l'eau annoncée par le Premier ministre Barnier et voir l'éventuelle loi qui en sortira. Carole, nous vous laissons la parole. Ben merci. Alors Ariel, avant l'été, m'a dit tu veux pas venir, ça va être sympa pour nous parler d'un sujet qui te plairait. Alors bon, comme je vous connais un peu, et puis évidemment je connais très bien Agridé, je me suis dit mais oui, ça va être sympa. Donc il fallait trouver un sujet, et finalement le sujet, c'est le sujet sur lequel je travaille depuis un certain nombre d'années, depuis le siècle dernier, le droit de l'environnement et l'agriculture. Et faire un point d'enjeu, de perspective. Et en fait, ce qui me passionne, c'est le cas de le dire, depuis quand même très longtemps, c'est la fabrique du droit. Comment se construit le droit et comment finalement, aujourd'hui, en prenant comme exemple l'eau, on arrive à comprendre la mécanique de fabrication du droit, avec toujours comme sujet l'agriculture. Alors ça, c'est mon CV très rapidement. En fait, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'effectivement, je pars de la théorie, puisque oui, je suis docteur en droit. J'ai soutenu une thèse, vous voyez, il y a très longtemps, avec un sujet génial qui était l'influence du droit de l'environnement sur le droit rural, 97. Autant vous dire que j'ai pas vraiment trouvé de boulot à la suite de cette thèse. Donc, ce qui m'a permis de faire pas mal de choses. J'ai pu enseigner, faire des formations sur ces sujets-là pendant une bonne dizaine d'années. J'ai travaillé ensuite pour la PCA à l'époque, donc les chambres d'agriculture, et j'ai eu de la chance, il y a eu le Grenelle de l'environnement. Alors ça, évidemment, pour un juriste, c'est formidable. C'est le moment pour moi de comprendre que la loi n'est surtout pas écrite par des juristes, mais fait l'objet de tractations, de négociations entre des acteurs qui n'ont aucune notion juridique ou très peu. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de venir travailler ici, chez Agridé, la SAF à l'époque, où j'ai pu continuer à réfléchir, mais plus en amont, sur le développement de ce droit rural, environnemental ou droit de l'environnement rural, ça dépend comment on le présente, et puis de continuer à travailler pour Invivo, pour terminer pendant 4 ans directrice des affaires publiques, puisque là aussi j'ai eu de la chance, il y a eu Egalim, et il y a eu une nouvelle loi, etc. Donc je suis partie à la fin, toujours un peu fatiguée par ces grandes périodes législatives, et je me suis installée à mon compte, donc un cabinet d'expertise et de conseil où effectivement j'accompagne ce monde agricole
dans cette dynamique juridique, je parle de dynamique juridique, de compréhension de ce qui se passe, avec un travail pendant ces 3 dernières années en lien avec un cabinet d'avocats, mais là aujourd'hui je repars vers une autre dynamique plus en formation et en cours, mais aussi en accompagnement stratégique de différentes filières agricoles pour les aider justement à se positionner dans cette compréhension et cette fabrique du droit au local. Voilà. Alors, comment présenter le sujet en sachant que j'ai pas tant de temps que ça. Donc, vous aurez le diaporama, vous pourrez lire les petites phrases et les petites lignes tranquillement hein, ce soir si vous avez envie de vous endormir plus vite. En fait, comme je vous le disais, l'idée c'est comprendre la fabrique du droit dans une période dite de transition. Donc, on en reparlera. Ce qui est très important à bien comprendre pour vous, c'est que quand on est pas juriste, on a un peu une approche sacralisée du droit, avec ce sentiment, oh là là, ça tombe du ciel, hein, c'est quelque chose un peu de sacré, pas du tout. En fait, le droit se construit, c'est un résultat d'un contexte politique et social, toujours. Alors évidemment, vous avez des principes de droit hein, à la clé, mais qui peuvent venir après la construction du droit. Une fois que vous êtes devant les juges, on va se rappeler des principes de droit. Mais au moment où on écrit le droit, généralement, on ne s'en rappelle pas trop. Hein. Ça, c'est important. En fait, le droit, ce sont d'abord les gens qui font le droit et surtout qui le mettent en œuvre. C'est ça qui compte hein, en réalité. Derrière, eh bien, c'est la question de la hiérarchie des normes. On va en parler. C'est l'articulation des normes entre elles. J'utilise ce terme de normes de façon finalement très générique, c'est-à-dire tout ce qui est du droit ou tout ce qui peut ressembler à du droit, puisque on va voir que on peut parler de charte, de protocole, d'engagement, de tout ce que vous voulez. Et puis finalement, sur le terrain, tout le monde se dit, mais ça, c'est du droit. C'est pas forcément du droit, mais c'est pas grave. Parfois, il est plus important de se sentir engagé que de l'être réellement par un texte juridique contraignant. Ce qu'il faut retenir, et ça va être ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que la construction du droit, la fabrication du droit, elle est très perturbée en ce moment. Elle vit de grandes turbulences et on a une imbrication très forte entre le droit dur et le droit mou. Et c'est vrai que le droit de l'eau est un exemple absolument parfait de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on va partir de quelques constats. Vous allez le voir, l'agriculture, c'est en fait une somme d'enjeux et de droits environnementaux. Je dis toujours, ça fait longtemps que je le dis, mais moi, ça fait quand même presque 30 ans que je travaille pour le monde agricole en n'ouvrant toujours que mon code de l'environnement. Alors, j'ouvre un peu le code rural quand même, mais disons que ce n'est pas mon outil principal de travail. Ensuite, vous allez voir la construction du droit de l'environnement. Elle est très très humaine, on va le voir, très innovante. J'irai assez rapidement sur ce point-là, mais il faut que vous en ayez conscience. Nous allons parler de la hiérarchie des normes, qui est donc la colonne vertébrale de notre système juridique. Et puis, on va travailler sur les grandes perturbations juridiques avec comme conclusion, et maintenant, que vais-je faire? Et ça, c'est bien la question. Alors tout d'abord, constat, vous allez voir que là, on a une dynamique qui est très particulière puisque on a un renforcement de l'interférence en fait locale dans la fabrique du droit avec des agriculteurs qui deviennent un public comme les autres. Alors j'ai pas le temps de vous le démontrer, je vais juste vous faire un certain nombre de constats. C'est vrai que quand je travaille pour ce monde agricole, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le chiffre d'affaires, mais c'est de comprendre quel est le contexte environnemental en réalité des exploitations agricoles, des filières, puisqu'il n'y a pas que des exploitations, il y a des filières, il y a des entreprises. Et là, vous voyez, on comprend qu'à chaque fois qu'on traite d'une ressource naturelle, l'air, l'eau, le sol, la faune, la flore, hein, le climat, eh bien, on a un droit particulier derrière. Et ce droit, généralement, on le retrouve dans le code de l'environnement, mais pas que. On peut le retrouver dans d'autres codes, on va le voir après. Donc, vous voyez, là, moi, si je prends la thématique de l'eau, alors ce qu'il y a de bien avec l'eau, c'est que j'ai jamais de temps mort. Un coup, il y en a trop, un coup, il n'y en a pas assez. Donc, de toute façon, j'ai toujours du travail. À chaque fois, vous avez derrière ces thématiques d'inondation, de sécheresse, de gestion de l'eau, vous avez ce que l'on appelle, et on va en parler ce matin, des documents de planification
planification, que ce soit ici un plan de prévention des risques naturels d'inondation, les SDAGE et les SAGE. Schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, vous en avez un par grand bassin, Loire-Bretagne, Seine-Normandie, Rhin-Meuse, etc. Et puis vous avez les SDAGE déclinés en SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui sont des documents de planification qui s'appliquent sur les petits bassins à l'intérieur des grands bassins. L'idée de l'administration étant depuis très longtemps de couvrir la France entière de SAGE appliquant les SDAGE. Et puis quand vous continuez à regarder, alors quand vous vous intéressez plutôt à la biodiversité, là vous allez tomber sur des thématiques un peu différentes, mais toujours présentes dans le Code de l'environnement, qui sont les thématiques éviter, réduire, compenser. Vous faites passer une autoroute, vous mettez une éolienne, demain les panneaux solaires, eh bien si vous portez atteinte à cette biodiversité, eh bien vous devez d'abord éviter les impacts. Si vous ne pouvez pas les éviter, vous les réduisez. Si vous ne pouvez pas les réduire, vous les compensez. Et là, vous allez, pourquoi pas, proposer de reconstruire une zone humide à côté des terres qui ont été détruites pour faire passer votre infrastructure. Et puis, vous avez effectivement toutes les réserves naturelles, tous ces espaces protégés qui existent partout en France. Quand vous vous intéressez à l'eau potable, là, vous allez tomber sur des thématiques sanitaires et là, vous allez également devoir regarder un certain nombre de documents, de contraintes en termes d'utilisation des phytos, des engrais. Et ces contraintes figurent dans des documents locaux, des arrêtés locaux qui vont emporter même des servitudes. C'est-à-dire que là, les contraintes pèsent sur la terre et non pas uniquement sur l'usage. Quand vous traitez de l'élevage, vous allez vous intéresser à tout ce qui est effluent d'élevage, à la qualité des sols, aux nitrates, et là vous allez retomber dans des textes différents qui vont imposer des restrictions concernant l'utilisation de ces épandages. Et puis j'ai envie de dire finalement, pour maintenant encadrer le tout, vous avez les thématiques sur le climat, et là on se retrouve également dans des dispositifs particuliers. Au total, c'est vrai que quand je travaille avec des exploitants agricoles, mais également des structures agricoles, eh bien, je dois aller piocher, vous voyez, plutôt dans ces codes-là, code de l'énergie, environnement, urbanisme, santé publique, collectivité territoriale, et ce ne sont que quelques codes, mais ils ont quelque chose en commun, ce sont des codes de droit public. C'est-à-dire que je ne suis plus dans la dynamique civiliste, code civil, code rural, enfant du code civil, où là vous aviez alors on va dire en principe, une égalité entre les parties prenantes, contractuelles. Moi, je suis dans des droits publics, c'est-à-dire que l'État est là et puis vous êtes en dessous. Et puis, au nom de l'intérêt général, eh bien, l'État peut vous imposer un certain nombre de restrictions, en particulier à vos libertés individuelles, telles que le droit de propriété, le droit d'user de votre propriété, la liberté d'entreprendre. On y reviendra. Alors, ceci étant dit, ce droit de l'environnement que l'on retrouve à la fois, et c'est important, ayez-le en tête, dans le Code de l'environnement, mais vous le retrouvez ailleurs. Je vous ai parlé du Code de l'urbanisme, du Code des collectivités territoriales, etc. Parce que ce droit de l'environnement, il a une caractéristique majeure. Il s'intègre. Alors lui, c'est le roi de l'intégration, puisqu'il va pénétrer l'ensemble des branches juridiques pour y imprimer un certain nombre de ses exigences et principes. Et ces principes, vous allez voir, vous les connaissez tous: pollueur-payeur, précaution, prévention, participation du public, etc., etc., la non-régression du droit, par exemple. Donc le droit de l'environnement s'intègre. Donc vous pouvez très bien être dans une thématique, par exemple, phyto-engrais dans le code rural, mais en réalité, les préoccupations sont écologiques, renforcées par des préoccupations sanitaires. Ce qui fait que je peux très bien, moi, m'intéresser à ces réglementations puisque j'y retrouve les mécanismes du droit de l'environnement. Ayez ça en tête parce que ça, c'est très, très important. Alors, comment est-ce que se construit ce droit depuis 50 ans ? À peu près, parce que du droit de l'environnement, on peut en retrouver déjà chez les Grecs et les Romains. Mais là, j'ai pas le temps, alors on va commencer il y a 50 ans avec le formalisme de ce droit de l'environnement. Juste pour vous donner une idée, parce que pas le temps de vous détailler, ça fera l'objet peut-être d'une autre intervention, mais en tout cas, ayez en tête,
Alors, attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire il y a un grand complot écologiste, parce que ça, c'est pas du tout l'idée. Mais en tout cas, ce que l'on vit aujourd'hui, ça n'a rien d'étonnant quand on regarde tout ce qui s'est passé avant. Avant, c'est quoi? Alors, juste pour un petit jeu comme ça, le ministère de l'écologie, il a été créé quand? « 1971. Pourquoi? Parce qu'il y avait 72. Qu'est-ce qui s'est passé en 1972? Ça a été la première grande conférence internationale sur l'environnement. C'est à ce moment-là qu'a été adoptée la déclaration de Stockholm. Ce texte de droit mou, c'est-à-dire c'est une convention, c'est une déclaration, ça n'a rien de contraignant pour les États, mais dans cette déclaration, on retrouve les fondamentaux du droit de l'environnement. On y retrouve l'idée de planification écologique, ça vient de là. On y retrouve l'idée du développement durable, des générations futures, de cette obligation de précaution. C'est déjà dans cette déclaration de Stockholm. Donc, en 72, Stockholm, comme nous sommes toujours de très bons élèves, 71, on a créé notre ministère de l'écologie parce qu'en 70, ça a été l'année internationale de l'environnement. Tout s'est joué dans les années 70, c'est marrant, 70, 68. On avait quand même aussi une corrélation politique entre ce qui se passait en 68, 67 et puis ce qui s'est passé en 70. Bon, ça c'est l'histoire. Après, on a eu des déclinaisons en France et il a fallu attendre, vous voyez, la fin des années 90, début 90, pour qu'il se passe quelque chose véritablement en droit. Alors quand il y avait des lois, mais en tout cas, il s'est passé des choses plus organisées. Alors Mitterrand se fichait complètement de l'environnement et il a laissé ses ministres, vous voyez, s'occuper de la question environnementale, en particulier Brice Lalonde et Ségolène Royal, notre amie Ségolène que l'on retrouve tout au long de cette histoire, et qui ont commencé à questionner l'agriculture, puisque c'est quand même notre sujet, l'agriculture, et c'est à partir de ce moment-là que tout d'un coup, le droit ne s'est pas intéressé uniquement aux gros industriels pollueurs, mais le droit a commencé à s'intéresser à l'agriculture et à ses différentes pollutions. C'est de là qu'il faut dater en fait cet intérêt du droit de l'environnement pour les thématiques rurales. Et la loi paysage de 93 de Ségolène Royal est la première loi à avoir modifié le statut du fermage, le statut du commandeur. Ça a été modifié à ce moment-là pour dire que pour arracher les haies, il fallait quand même l'accord du propriétaire. Voilà. Ça a commencé comme ça. Et puis après, vous voyez, ça a continué. Alors, nous avons eu Jacques Chirac, le plus grand écologiste, en tout cas le plus grand président écolo que nous ayons eu, avec un ministre Barnier qui était là déjà et qui a fait passer une loi, mais qui était déjà dans les tiroirs de Ségolène Royal. Gauche, droite, on a quand même une vraie continuité. Donc, lui a fait passer la loi de 95 qui a écrit précisément les principes, précaution, prévention, pollueur-payeur, participation du public, etc. Avec cette idée, à terme, de créer un code de l'environnement. Le code de l'environnement a été, lui, adopté en 2000. Et ça a été, là aussi, une grande discussion entre ministères parce que le ministère qui n'a pas de code n'existe pas réellement. Un ministère qui a un gros code, il a plus de puissance qu'un autre ministère. Mais pour faire un code de l'environnement, il a fallu déshabiller le code rural, le code de l'urbanisme, le code des collectivités territoriales, etc. À tel point qu'il a fallu que les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture réagissent pour que le code rural ne maigrisse pas trop au moment de la constitution de ce code de l'environnement. C'est à partir de là que les deux ministères ont commencé à se parler un peu, puisque avant ils ne se parlaient pas vraiment. On continue, on arrive au Grenelle de l'environnement, Sarkozy, on retrouve Michel Barnier et c'est intéressant de noter que si le Grenelle de l'environnement a pu aller aussi loin en matière de phytosanitaire, pesticides selon certains, c'est parce que le ministre de l'Agriculture de l'époque
a évidemment laissé passer et peut-être même était plutôt d'accord avec Ecofito. Et d'ailleurs, il l'a redit lors de sa déclaration politique d'il y a quelques jours. Le Grenelle, ça a été une grande période, je vous l'ai dit, je l'ai vécu, c'était formidable. Donc on a eu plusieurs ministres, on a eu des lois Grenelle, donc le droit de l'environnement s'est enrichi encore de dispositifs. On a eu François Hollande, alors lui aussi, on a l'impression, tout le monde disait c'est un tout mou. En fait c'est le tout mou, mais vous savez, des fois la mollesse, ça a aussi des impacts. Et il a eu des impacts, et en particulier son ex-femme, Ségolène Royal, qui a fait passer la loi biodiversité 2016, qui en a remis une couche, question principe, droit de l'environnement. Aujourd'hui, l'enjeu du droit de l'environnement, c'est d'appliquer les principes théoriques, qui sont en fait des valeurs qui ont été portées dans cette loi de 2016. Solidarité intergénérationnelle, solidarité écologique, non-régression du droit. Ça, ce sont des principes inscrits depuis la loi de 2016. Et là, on n'a pas encore bien compris toutes les implications juridiques qu'il y a derrière ces principes, qui en réalité ne sont pas des principes de droit comme les vrais juristes ont l'habitude de travailler. Ce sont d'abord des valeurs qui ont comme objectif de changer la société. Il faut toujours vous dire que le droit de l'environnement veut changer la société et les activités qui l'impactent. Toujours, ce n'est jamais neutre. On arrive au président Macron, les Egalim, Nicolas Hulot, blabla, et là aujourd'hui, on a Michel Barnier qui revient sur le devant de la scène, on en reparlera. Macron, c'est aussi l'adoption d'une loi climat. Moi, honnêtement, j'ai jamais vu une loi aussi impactante que celle-là. Je pense qu'on en a pour 10 ans à la mettre en œuvre, avec les décrets qu'on attend, comprendre ce que ça veut dire, détricoter ce qui n'a pas encore eu le temps d'être appliqué. Bref, ça va nous occuper. Mais en tout cas, l'idée de cette loi, il faut le retenir, c'est de dire, voilà, c'est maintenant le climat qui va décider de l'évolution des activités dans leur ensemble. L'agriculture, là, est impactée comme les autres activités. Et au fil du temps, le droit de l'environnement banalise l'agriculture. C'est-à-dire que l'on demande aujourd'hui à l'agriculture de se comporter comme si c'était un producteur de parapluies ou bien de voitures ou bien de tissus, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est aussi une évolution qui est majeure. L'agriculture n'a pas de spécificité. D'où l'idée, évidemment, dans une loi agricole, d'insister sur l'intérêt général que représente l'agriculture, pour lui donner une spécificité. Aujourd'hui, au regard de ce droit de l'environnement, l'agriculture n'a pas de spécificité, sauf à quand même s'en prendre, enfin à vraiment subir quand même pas mal de contraintes, mais pas de façon spécifique. Et les agriculteurs participent aux enquêtes publiques et autres, comme n'importe qui dans le public. L'agriculteur est devenu un citoyen comme les autres. Ça, c'est la dynamique du droit de l'environnement. Alors, ici, pourquoi est-ce que ça... Voilà, toc. On va voir la hiérarchie des normes. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il est un peu tôt ce matin, mais ça devrait aller. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on va partir d'une hiérarchie des normes. Donc, c'est essentiel pour nous, les juristes. On hiérarchise, on met dans des cases. Vous savez, on est un peu, nous, il faut que ce soit bien ordonné. Donc, c'est très important. Et dès lors que vous avez la colonne vertébrale qui est un peu tordue, vous ne fonctionnez pas bien. C'est ce qui est en train de se passer, parce que vous allez voir qu'on est face à un droit qui est éclaté, avec des sources juridiques qui sont multiples, dont on ne connaît pas forcément très bien encore l'application, en tout cas la portée. Alors, on a une hiérarchie des normes qui est à la base classique, j'ai envie de dire en droit de l'environnement, mais qui néanmoins donne naissance à ce que l'on appelle le millefeuille juridique. Bon, le millefeuille pâtissier est beaucoup plus appétissant, vous allez voir, mais en tout cas, on a une hiérarchie des normes normale avec un dispositif qui donne naissance, vous allez le voir, à un empilement de textes. Le droit de l'environnement, effectivement, vous allez le retrouver dans la Constitution. Constitution, tout en haut de notre hiérarchie des normes. Vous allez voir que c'est un peu une fiction juridique, mais c'est pas grave, la Constitution en haut de notre hiérarchie des normes. Effectivement, grâce à Jacques Chirac, on a eu la Charte de l'environnement en 2005 qui a
modifier notre constitution pour décider d'intégrer dans notre constitution l'intérêt majeur de préserver l'environnement et d'y intégrer les principes prévention, précaution, etc. Pollueur-payeur, tout ça sont des principes dits constitutionnels avec évidemment un impact au niveau des tribunaux en particulier. Vous avez le droit international et européen, alors on va se mettre d'accord tout de suite. À partir du moment où la Constitution n'est pas conforme à un traité international ou à un texte européen qu'on doit absolument appliquer, eh bien c'est la Constitution qu'on modifie. Mais vous savez, on aime bien avoir notre souveraineté juridique aussi. Donc, droit européen, ayez en tête droit international. En fait, vous voyez, en droit de l'environnement, on part souvent des grands textes internationaux. En ce moment, il y a un texte là qui a été adopté à l'ONU, qui est une grande déclaration sur les générations futures. Tout y est. Nos juristes français ont pu mettre dans ce texte international tout ce qu'ils ont en tête depuis des années, et en particulier la mise en œuvre de la loi de 2016. Donc, un jour, qu'est-ce qui va se passer au ministère de l'écologie? Ils vont nous dire, c'est pas nous, c'est la grande déclaration de l'ONU qui dit que solidarité intergénérationnelle, blablabla. C'est pas nous. Si, c'est nous, parce que, évidemment, les textes ne s'écrivent pas tout seuls, et ceux qui écrivent les textes, eh bien, alors cocorico, oui, on est des grands fournisseurs de principes internationaux. Le droit européen, le droit de l'environnement, allez, moi je dirais qu'à 90%, peut-être plus, c'est du droit européen d'abord. On va décliner les règlements, les directives, d'où la grande discussion sur la surtransposition. On ne va pas rentrer là-dedans parce que pour un juriste, c'est assez mystérieux tout ça. Mais en tout cas, c'est de constater qu'en France, on aime bien aller le plus loin possible dans la mise en œuvre des textes européens. Et puis après, vous avez les lois. Les ordonnances, dès lors qu'elles sont ratifiées, vous verrez qu'en droit de l'environnement, il y a beaucoup de lois. Les fameux décrets interministériels, ministériels. Les arrêtés, vous en avez de toutes sortes et vous avez des arrêtés jusqu'aux maires des communes qui vont adopter des arrêtés. Donc vous voyez que déjà, il y a beaucoup de choses à faire avec cette hiérarchie des normes. Mais vous allez voir qu'en matière de droit de l'environnement, eh bien, on crée des choses géniales. Là, j'ai pris l'exemple de la sécheresse. C'est pas pour vous détailler la réglementation sur la sécheresse, c'est juste pour vous dire que désormais, on a 3 échelles de gouvernance. On aime bien la gouvernance. 3 échelles de gouvernance qui vont donner naissance à 3 types d'arrêtés différents. Et ces arrêtés, en principe, sont censés s'articuler les uns avec les autres. C'est-à-dire que vous avez en haut un arrêté d'orientation écrit par le préfet coordonnateur de bassin qui s'impose aux arrêtés cadres départementaux ou interdépartementaux, qui eux-mêmes s'imposent aux arrêtés préfectoraux qui sont pris au moment de la crise de la sécheresse. Bon, la sécheresse en France, c'est super, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc évidemment, moralité de l'histoire, les agriculteurs aujourd'hui peuvent être contraints dans leur prélèvement d'eau au même titre en principe que les autres. Les golfs, par exemple, les terrains de foot, en principe, ils sont concernés aussi. Eh bien, là, vous avez des contraintes, interdiction de prélever de l'eau et d'irriguer. Donc même si on vous a, l'agriculteur a l'autorisation de prélever, il perd en fait l'autorisation de prélever avec ce dispositif qui est hiérarchisé. Autre exemple, alors là je m'amuse, l'empilement des textes. Je crois que c'est bon. J'ai pas pu en mettre plus. Et c'est qu'un exemple parce que là je suis plutôt dans la qualité de l'eau. Mais je pourrais faire la même chose avec la quantité de l'eau, je pourrais faire la même chose avec la biodiversité, je pourrais, etc., etc. Donc en réalité, il y a des exploitants agricoles qui ont de la chance parce que sur leur terre agricole, ils ont tout ça. Peut-être pas tout, mais ils font forcément partie du SDAGE, forcément maintenant d'un SAGE, forcément concernés par des thématiques de protection des captages. Et puis là, vous voyez, j'ai mis le plan éco-phyto, stratégie éco-phyto, les assises de l'eau, le plan eau, la future possible conférence de l'eau. Tout ça sur le même plan. Et généralement, tout le monde met ça sur le même plan.
Si c'est écrit dans le plan eau, si Barnier l'a dit, si c'est dans Ecophyto, c'est pareil que les zones soumises à contraintes environnementales. Alors évidemment, pour la juriste que je suis, évidemment que ce n'est pas la même chose. Mais est-ce que l'avis du juriste compte dans tout ça? Je ne suis pas certaine. Là aussi, c'est la hiérarchie des normes propre que aux SDAG, aux SAGE. Parce que je ne peux pas tout faire, c'est pas possible. Hein. Mais ça, c'est la même chose dans d'autres sujets. Hein. Et là, c'est vrai que c'est amusant parce que vous voyez, en principe, on part des directives, inondation, directive 4 pour le milieu marin, qui doivent elles-mêmes être compatibles, enfin en tout cas c'est avec la directive cadre sur l'eau. Et puis ensuite, c'est la directive cadre sur l'eau 2000, elle a été transposée dans notre code. Et puis après, il y a le SDAG qui doit décliner le code de l'environnement, mais qui en même temps est obligé de s'adapter aux situations locales. Et puis le SDAG est décliné dans le SAGE. Ah oui, mais le SAGE, vous avez le PAGD, plan d'aménagement et de gestion de l'eau, et le règlement. Mais là, je fais exprès, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Et le PAGD, en fait, toute autorisation de prélever de l'eau doit être compatible avec le PAGD, mais doit être conforme avec le règlement, qui est aussi un élément du SAGE. Et puis derrière, vous avez les documents d'urbanisme. Bref, vous voyez que dans tout ça, j'ai utilisé des termes qui, évidemment, vous semblent vraiment très obscurs, mais pour la juriste que je suis, comprenez bien que cet amas de normes, il faut essayer de l'organiser. Donc, je suis partie de ma hiérarchie des normes classiques. La Constitution, loi, les décrets, les arrêtés, ça, c'est fastoche. Mais derrière, et fastoche, tout en sachant que, vous avez vu, ça donne naissance à un millefeuille d'espace, de droits, d'obligations, de contraintes, et évidemment pas de passerelle entre les différents zonages, parce que sinon ce serait trop facile. Là, je parle de documents de planification, c'est-à-dire des documents qui vont vous dire que sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous avez tel objectif à atteindre, en utilisant tel ou tel moyen. Et là, des documents de planification, vous en avez, mais alors des centaines, il y en a plein. En urbanisme, en environnement, vous en avez plein. Alors, on a un problème parce que tous ces documents de planification, en fait, eh bien, on part d'un principe constitutionnel, article 72 de la Constitution, qui nous dit qu'en fait, aucune collectivité ne peut être la tutelle d'une autre collectivité. C'est la liberté d'administration de chaque collectivité. Alors, les juristes alors juristes ou autres, parce que j'en ai quand même pas la preuve, ont essayé d'imaginer comment vont s'articuler tous ces documents de planification entre eux. Le SCOT d'un côté, le SDAG de l'autre, le schéma régional d'aménagement de la biodiversité, etc. Et on a créé des rapports normatifs entre les textes qui vont de la conformité à la prise en compte. Sachez simplement que quand vous avez un rapport juridique normal entre une norme supérieure et inférieure, la norme inférieure, elle doit être conforme à la norme supérieure. Et ça, c'est ce que vous avez en tête, le copier-coller. Là, c'est pas ça du tout. En fait, on va demander au SAGE d'être compatible avec le SDAG. Ça veut dire quoi être compatible? Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que le législateur ne s'est jamais donné la peine de définir les termes qu'il utilise. Alors, je veux bien le gouvernement des juges, moi je veux bien, mais si le législateur faisait son travail, on n'en serait pas là. Mais on va y revenir. Donc la compatibilité, vous voyez, c'est ce qu'on a eu l'habitude de travailler, notamment en droit de l'urbanisme, depuis les années 40. Ça fait quelque temps déjà. Hein. Alors ça veut dire en gros que le SAGE ne doit pas contrarier les objectifs du SDAG. J'irai pas plus loin, mais vous vous doutez bien, parce qu'il y en a une littérature pas possible, vous doutez bien que concrètement, quand vous avez le SDAG qui fait 1000 pages, le SAGE qui doit en faire tout autant, les 1000 pages doivent être compatibles, ne pas contrarier les objectifs des 1000 pages d'au-dessus. Comment on fait? Alors là, je vais vous dire, localement, j'ai participé à des travaux d'élaboration des SAGE, des SDAG. Ah, c'est la fête, hein, parce que là, l'administration dit, bon, on ne comprend pas très bien, donc on ne va pas travailler en droit, on va faire de l'équité, on va faire de la justice, on va vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc effectivement, on écrit un peu ce qu'on veut hein, dans ces documents-là. C'est très important d'avoir cette notion d'écriture. Et puis, est apparue la notion de prise en compte. Alors la prise en compte, effectivement, ça veut dire qu'il ne faut pas ignorer le document supérieur.
Il ne faut pas ignorer les objectifs, mais vous pouvez les ignorer si vous justifiez que vous avez un intérêt majeur à développer votre projet qui est dans la norme inférieure. Et puis, on a l'apparition de la cohérence. Alors, depuis quelques années, il faut être cohérent. Alors oui, cohérent, ça veut dire quoi? Alors là, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est la même chose que la compatibilité? Le Conseil d'État nous dit non, pas vraiment. Mais ça veut dire que les documents de planification qui sont au même niveau doivent en fait ne pas se contrarier les uns les autres. Oui. Et puis l'articulation. Alors, depuis le Covid, l'administration articule. Alors moi, j'arrête pas de leur dire, notamment au ministère de l'écologie, vous articulez, ça veut dire quoi concrètement? On ne sait pas. Mais en fait, tout est traduit concrètement par quoi? De la conformité. Parce que ça, tout le monde comprend la conformité. Donc quand vous avez quelque chose qui est écrit dans un texte, qui est supérieur au texte que vous travaillez, vous inquiétez pas, l'administration va vous faciliter la tâche. On sera en conformité, pas de problème. Et là, l'articulation, vous voyez, dans le projet de loi agricole, qui aujourd'hui dort un petit peu devant le Sénat, eh bien, on a une écriture incroyable, vous voyez, la programmation pluriannuelle de l'agriculture, c'est en dessous, alors je vais peut-être, oui, voilà, pof, ici. La programmation est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais elle s'articule avec la stratégie bas carbone, la stratégie nationale pour la biodiversité et tout plan national visant à l'adaptation. Alors, je suis compatible, je m'articule. Autant vous dire que ça ne veut rien dire. Et alors moi, j'arrive à un stade où vraiment ça m'agace. Parce que en réalité, plus le droit est flou, moins il protège. Et plus vous êtes en insécurité juridique. Et le monde agricole, Dieu sait que j'aime le monde agricole, ils le savent. Mais franchement, il serait temps de faire un peu de droit. Et si le monde agricole pouvait vraiment s'appuyer sur des arguments juridiques pour écrire les textes en disant non, on n'est pas en conformité, c'est pas écrit comme ça, on est en compatibilité, même si c'est pas très clair la compatibilité, eh bien allons-y, travaillons la compatibilité. Mais évidemment, ça demande un peu d'effort et de travailler autrement. Et puis enfin, cette hiérarchie des normes, alors vous voyez qu'il y a la hiérarchie classique qui donne naissance à des zonages, la planification peut donner aussi naissance à des zonages aussi. Hein, dans les SDAG, les SAGE, on a des zonages aussi. Bon. Vous avez maintenant une autre hiérarchie liée au droit souple. Alors le droit souple, le droit mou, le droit flou, le droit gris, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'en fait, il n'a pas de portée obligatoire. Mais il est là pour inciter les acteurs à changer de comportement. Pas obligatoire, mais si vous l'appliquez, c'est quand même mieux. Surtout si à la clé, vous avez des aides publiques conditionnées à quoi? Au respect du droit mou. Ça, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver en fait comme texte de droit mou? Alors, j'en ai cité, vous voyez, des feuilles de route, des protocoles, des chartes éthiques, des guides. Alors, on a beaucoup de guides d'interprétation des circulaires, parce que comme les circulaires, on ne les comprend pas, on nous fait des guides d'interprétation des circulaires, évidemment. Vous avez des doctrines, des stratégies, des lignes directrices. Alors, on a des écrits maintenant, émanant même des agences de l'eau qui nous expliquent une petite partie du SDAG avec des lignes directrices pour comprendre comment les clés, donc qui sont les commissions locales de l'eau des sages, doivent appliquer un article du SDAG. Vous avez, alors là, je m'y retrouve un peu plus, des engagements unilatéraux, des contrats. Alors là, on n'est pas, alors, je l'ai mis dans le droit souple avec une nuance, c'est que quand ce sont des vrais contrats, vous voyez, quand on s'engage vraiment, là, oui, on n'est plus dans du droit souple, puisque là, on est dans du droit dur. Certes, ça relève surtout du code civil, mais possiblement aussi du code administratif, hein, du droit administratif. La plupart du temps, on me dit ce sont des conventions. Ah, pourquoi convention? Et la réponse qui me fait toujours beaucoup rire, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors, c'est des conventions. Et puis, vous avez les aides publiques conditionnées. Alors, j'ai mis ça dans du droit souple. Pourquoi? Alors, ça, là aussi, attention. L'aide publique conditionnée, c'est génial. Comme c'est de l'argent public, c'est normal. Vous devez respecter un certain nombre de conditions pour obtenir ces aides. Et là, si vous ne respectez pas les conditions pour obtenir et garder les aides, vous êtes sanctionné par le retrait des aides, mais peut-être même plus. Et là, on n'est pas véritablement dans du droit souple. Néanmoins, les aides publiques conditionnées, les aides publiques peuvent être prévues par des documents internes aux instances qui financent.
les financeurs décident librement de l'affectation de leurs aides. Et là, il faut avoir accès à des délibérations de comités, de conseils généraux, régionaux, les agences de l'eau, etc., pour comprendre comment ils distribuaient cet argent public. Et c'est là aussi où il faut s'intéresser, parce que ce que je trouve absolument super, et je sais qu'il y a des gens évidemment du monde agricole qui regardent, c'est que il faut se battre au niveau de la loi pour ne pas écrire telle ou telle chose. Il faut se battre pour ne pas écrire telle ou telle chose dans les décrets. Oh oui, mais si c'est des aides publiques conditionnées, là, ça passe. Pas de problème. Je leur dis toujours. Bon. Et du coup, ça donne naissance à quoi? Ben, ça va donner naissance à des grandes perturbations juridiques. Et vous savez que le juriste, il n'aime pas être perturbé. Mais alors là, celui qui n'accepte pas la perturbation, je pense qu'il faut qu'il change de métier. Alors, on est dans une période politique floue, on ne va pas s'étendre, hein, vous allez voir. La hiérarchie des normes, la fabrique du droit perturbée, on va le voir. Et puis, on a un juge qui veut participer. Et ça, c'est très intéressant. Et évidemment, le volet productif de l'agriculture, parce que l'agriculture, en principe, ça sert à produire, eh bien, est embarqué dans ce droit de l'environnement. La période très floue. Alors là, c'est juste pour vous rappeler que le droit est un produit social. Quand la société est perturbée, quand elle n'est pas en accord sur des valeurs qu'elle partage, c'est évident que le droit est perturbé. C'est évident. Hein, puisque vous ne pouvez pas avoir d'unanimité, de majorité au moment de l'écriture des textes. Évidemment. Donc, tout ça pour vous dire que effectivement, hein, le droit, c'est une règle de droit qui va s'imposer aux hommes qui vivent en société. C'est un produit politique. Ici, c'est des règles de vivre ensemble avec un ensemble de libertés publiques acceptées par tous. Aujourd'hui, il y a des libertés publiques qui sont considérées comme étant secondaires. Le droit de propriété, la liberté d'entreprendre. Eh bien, tout ça serait secondaire par rapport aux libertés d'expression, au droit à l'environnement. Alors, juridiquement, tout ça n'est pas encore écrit hein, de cette façon dans la Constitution. Ce n'est pas encore reconnu en tant que tel par des textes juridiques ou même la jurisprudence. Mais c'est quand même cette petite musique qui est partout, de dire qu'il y aurait une hiérarchie dans ces libertés publiques et le droit à l'environnement serait aujourd'hui supérieur à tout le reste. Et puis, ce droit, évidemment, hein, il exprime ce que veut la société à un moment donné. Et puis alors là, vous voyez, je dis toujours, depuis que Macron a été élu, alors là, la société marche. Ça, c'est un grand truc de la société qui marche. Les jeunes qui sont perturbés, ici les gilets jaunes, comme réponse la Convention citoyenne, donc il faut que les gens s'expriment, que les citoyens puissent s'exprimer. Et puis derrière, vous avez quand même ici des collectifs, des associations, des regroupements de faits, comme les soulèvements de la terre, qui vont porter de façon plus ou moins violente des revendications parce qu'ils parlent au nom de la terre et c'est eux qui vont porter aussi devant le Parlement, mais également devant les tribunaux, on va en parler, leur questionnement, leur demande d'un droit qui soit différent et plus protecteur encore de l'environnement. Évidemment, l'agriculture en fait les frais. Ici, on a tout le travail ici législatif et réglementaire qu'on retrouve dans les codes. Et puis, on a nouvelles perturbations, évidemment, vous vous en doutez, l'arrivée de Barnier. Alors, on nous dit, on est en cohabitation. Alors, on nous dit, c'est pas une coalition, c'est pas une cohabitation, ça vient du cabinet de Macron, tout ça. On est dans autre chose, la cohabitation, ça veut dire qu'on va essayer de travailler ensemble, on va voir si on peut coexister. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner concrètement, il est un peu tôt pour le dire, puisque là, vous voyez ici, on a ce gouvernement Barnier qui s'est mis en route. On a ici une nouvelle ministre hein, en charge de l'agriculture qui est déjà à l'œuvre, puisqu'elle a annoncé ce matin que les vaccins seraient gratuits hein, pour les éleveurs. Avec cet élu, vous voyez, qui arrive. Hein. Et puis derrière, vous avez la question de l'écologie. Alors on entend partout, mais l'écologie, le Barnier s'en fout, etc. Alors ça ne va pas se passer comme ça à mon avis. Il ne s'en fiche pas du tout, mais ça va être traduit de façon administrative différemment. C'est vrai qu'en ce moment, il est plutôt en train de déconnecter et de débrancher. Ça, c'est le message.
C'est-à-dire que d'un côté, Macron explique qu'il va se déconnecter de l'administration Barnier. Par exemple, on n'aurait plus et on n'aura plus, c'est comme ça que ça a été présenté, hein, de représentants du président de la République dans les réunions interministérielles qui décident en fait de l'avenir des textes. On a aussi une déconnexion avec la planification écologique, puisque la planification écologique n'est plus rattachée au cabinet du Premier ministre, comme c'était le cas avec Elisabeth Borne. Je n'ai pas encore bien compris où c'était. Et puis il y a Bayrou qui s'en mêle pour reprendre aussi des postes. Donc bon, là, je ne sais pas trop. Hein. Vous savez, tout ça est en marche, hein, c'est en formation, donc je ne sais pas trop. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que ici, on a au cabinet Barnier plutôt des techniciens, des hauts fonctionnaires à son image. Alors, c'est peut-être pas très rigolo, mais à mon avis, ils vont travailler. Et puis, très marqué d'ailleurs, Énergie et Bretagne. Et puis, on a ici Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, l'énergie, climat, prévention des risques, qui a perdu les territoires, entre autres, et les transports, qui est, on va dire, agricolo-compatible, hein, puisqu'elle a fait un passage assez remarqué, là, dernièrement, au ministère de l'Agriculture, en s'impliquant en particulier sur la thématique éco-phyto, et qui est là, en réalité, pourquoi? Pour faire passer le nucléaire. Moi, je dis ça, je dis rien. Quand j'ai fait le Grenelle de l'environnement, on m'avait dit, le château ne veut pas parler du nucléaire, vous pouvez parler des phytos comme vous voulez, et de l'agriculture comme vous voulez. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis qu'on va beaucoup parler du nucléaire, hein, donc évidemment, on risque de parler un petit peu plus de phyto et un peu plus d'eau. Ah, c'est marrant. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a une hiérarchie des normes qui est complètement perturbée. Parce que, avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous vous doutez bien qu'on a toujours ici cette hiérarchie classique qui fonctionne, peut-être avec une prochaine loi sur l'eau, si jamais il y a une conférence sur l'eau, pourquoi pas, hein. Mais vous avez ici ma fameuse hiérarchie matinée, droit souple, droit mi-dur, mi-souple, très localisé, hein. Et puis, vous avez ici l'intervention des juges, on va le voir, on va prendre des exemples rapidement, 10 minutes, très bien. Et puis, vous avez ici de plus en plus les productions de l'État profond. Circulaire, instruction, qui continue. Mais on va voir également qu'ici, on va se retrouver avec plein d'expressions nouvelles de l'État, des foires aux questions, c'est le grand truc. Les foires aux questions, si vous n'avez pas compris, on vous apporte la réponse. Sauf que le Conseil d'État, là, commence à mettre en place ce qu'il appelle le droit souple judiciarisé. C'est-à-dire que vous pouvez demander l'annulation d'une foire aux questions dès lors que la foire aux questions est adoptée par une autorité administrative, comporte des mesures générales qui vont porter atteinte de façon grave aux intérêts économiques des plaignants, par exemple. C'est du droit souple que vous pouvez annuler, mais qui n'a pas de portée juridique directe. Alors, on continue. Le rôle du juge. Alors, le juge, c'est important parce que c'est le grand organisateur des normes. C'est lui à chaque fois dans les contentieux qui va dire que ce soit le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de cassation, mais surtout le volet administratif et constitutionnel, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent si votre loi est conforme à la Constitution. Ils regardent si le décret est conforme à la loi. Mais ils vont regarder si la foire aux questions, eh bien, elle a été adoptée par l'autorité publique compétente, par exemple. Donc, ce juge, en fait, qui est de plus en plus saisi, on va voir deux exemples, lui, derrière, il va définir des nouveaux liens juridiques. Je vous ai dit tout à l'heure, compatibilité, prise en compte, cohérence, etc. C'est le Conseil d'État qui petit à petit nous donne des définitions puisque le législateur ne veut pas le faire. Donc il intervient. De la même façon, et c'est grâce à son pouvoir d'interprétation, je vous l'ai dit, il va pouvoir considérer que du droit souple va pouvoir faire l'objet d'une annulation. Il va pouvoir également décider qu'au nom de l'intérêt général environnemental, les libertés publiques, propriété, mais également liberté d'entreprendre, puissent être diminuées, parce que tout ça est acceptable au nom de l'intérêt général de l'environnement. Donc,
Qu'est-ce que j'ai écouté hier matin? Alors des fois je me dis que vraiment j'exagère parce que ça me perturbe dès le matin. C'est 7 heures du matin sur France Culture. Et ce d'autant qu'être dans l'enceinte du procès, c'est une façon d'installer un débat où le plus faible conteste et réimagine le droit en vigueur. Voilà. Le droit de l'environnement est une arme, et ça depuis des années, utilisée par des associations qui ont bien compris qu'il fallait passer par le droit pour faire évoluer les mentalités, mais également pour changer le monde. Le droit de l'environnement est là pour changer le monde. Alors, puisqu'il me reste très peu de temps, ici, je vous l'ai déjà dit, le droit souple, vous savez. Ici, on a ce que je viens de vous dire, des contentieux qui permettent en réalité à des avocats très bien inspirés, qui ont été mes maîtres quand j'étudiais à la Sorbonne, qui sont absolument géniaux. Il faut quand même leur reconnaître ça. Ils sont géniaux. Et j'aimerais, et c'est pas gentil ce que je vais dire, du côté du droit rural, j'aimerais retrouver un peu cette flamme innovante et imaginative pour créer un droit rural qui embarque aussi ces questions-là. Hein. Alors ici, je vous donne des exemples rapidement. L'Erika, ça doit vous dire quelque chose. Vous savez, le bateau qui s'échoue le long des côtes bretonnes. Vous avez un procès et là, miraculeusement, la Cour de cassation va décider qu'il y a un préjudice écologique. Mais ça, c'était en 2012. C'est le préjudice subi par la nature elle-même. Et bien en 2016, notre amie Ségolène, elle met ça dans la loi biodiversité pour modifier le code civil. Donc aujourd'hui, le préjudice écologique, c'est du droit, c'est la loi. Voyez, c'est comme ça qu'il procède. Le préjudice écologique, c'est quand même Hugo Lepage, hein, nos chers avocats, qui ont ça en tête depuis les années 70 et qui ont été défendre les collectivités, par exemple, dans ce procès de l'Erika. Et puis là, en 2021, le tribunal administratif de Paris dit, ben voilà, vous savez, avec ces associations qui attaquent l'État pour carence en matière climatique, ben il dit oui, il y a un préjudice écologique là qui a été créé par la carence de l'État. Donc moi, je condamne l'État. Ici, on a, et c'est, je ne vais pas aller plus loin, mais le juge, oui, il y a des juges militants. Il y a des juges militants. On est passé des contentieux environnementaux à des contentieux pour l'environnement. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein. Vous avez ici l'Association française des magistrats pour la justice environnementale, qui d'ailleurs en fin d'année fait un colloque sur quoi? C'est marrant, sur l'eau. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec l'eau en ce moment. Hein. Mais ça ne me rassure pas du tout. Vous avez des juges en réseau. Quand on suit les colloques aujourd'hui de la Cour de cassation, du Conseil d'État, Conseil constitutionnel, vous avez des juges qui viennent du monde entier qui vous expliquent comment ils travaillent ensemble et ils font progresser les idées. Et c'est à celui qui sera évidemment le plus convaincant ou le plus imaginatif. Question concernant la mise en œuvre du droit. Et puis là, vous voyez, c'est le 3 octobre, c'était hier. Le Conseil d'État, lui, nous fait revivre l'affaire du siècle. L'affaire du siècle, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le tribunal administratif de Paris qui condamne l'État pour carence en matière de protection du climat. On va revivre ça. Et quand vous regardez aujourd'hui le site internet du Conseil d'État, on parle de cause environnementale et de justice environnementale. On a changé en réalité de façon de penser l'environnement. Ça, vous le lirez. L'intérêt général, je vous l'ai dit, le juge, de plus en plus, en se basant sur la loi, parce que c'est écrit dans la loi depuis 1976, considère que la protection de l'environnement est d'intérêt général, vous le lirez. Conclusion, ça permet au Conseil constitutionnel, dès 2020, de considérer que oui, on peut interdire, vous voyez, la production, le stockage, la circulation de produits phyto contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées, blablabla, au niveau européen. Oui, c'est possible parce que derrière, vous avez le préambule de la Charte de l'environnement qui nous dit la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle. C'est ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. Donc oui, il faut qu'il y ait une protection particulière. Et c'est une interprétation du juge. Alors l'agriculture dans tout ça, vous vous doutez bien qu'elle est embarquée. Elle est embarquée dans une dynamique qui lui échappe complètement parce que si vous voulez faire de l'agriculture, vous avez besoin de terres agricoles. Ça, c'est super, c'est du foncier. Ça, le foncier, c'est pour vous, c'est le droit rural, on connaît.
Oui, mais moi, c'est pas mon problème, les terres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sol. Et le sol, c'est la biodiversité. C'est le fait aussi d'absorber du carbone. C'est le fait également de laisser l'eau circuler ou pas. Et là, on a toute une dynamique qui se met en place dans le code de l'environnement sur les sols. On a la même chose, alors sur l'eau, ça fait belle lurette que ça dure. Et l'eau, aujourd'hui, est d'abord une ressource écologique et non pas une ressource économique. Et si en 92, loi sur l'eau, le législateur a clairement dit qu'il fallait concilier la protection des milieux et l'utilisation économique de l'eau et la santé, aujourd'hui on a un glissement incroyable, merci aux associations qui saisissent les juges en permanence, pour dire qu'il y a une hiérarchie. D'abord la santé, donc l'eau potable, après les milieux, et parfois même c'est les milieux d'abord, et puis après s'il reste de l'eau, c'est pour les activités, et l'agriculture est une activité comme les autres. Vous voulez faire du canoë-kayak, il vous faut de l'eau, vous avez autant de droits que l'agriculteur qui produit. Et notre code rural, et c'est là où j'ai mon côté militant aussi, n'a pas suffisamment bougé. Et se laisse embarquer avec cette vision écologiste uniquement des ressources naturelles. L'agroécologie, c'est sympa, mais c'est juste une vision écologiste de l'agriculture qui n'est pas suffisamment orientée vers le développement durable. Je vous rappelle, 92, développement durable, concilier l'économie, le social et l'environnement. Et aujourd'hui, on en est très très loin. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que dans le code rural soit inscrit que la protection de l'environnement soit la protection de l'agriculture, soit d'intérêt général. Comme l'environnement, ça permettrait de rétablir un équilibre. Alors, je vais terminer là-dessus. La simplification, j'avais encore 2-3 diapos, mais ça ressortira peut-être dans vos questions. La simplification. Parce que, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On simplifie, on arrête les surtranspositions, pas d'interdiction sans solution, on fait du bien commun. Tout ça, c'est pas du droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'alerte en disant que tout ce vocabulaire médiatique, alors vous savez, on a dit pendant très longtemps au monde agricole, vous ne savez pas communiquer. Alors, ils sont à fond sur la com. Le droit, c'est pas de la com. C'est un peu différent. Quand vous dites ici, pas d'interdiction, ça je ne vais pas le faire, pas d'interdiction sans solution. Ça veut dire que vous acceptez aujourd'hui un renversement majeur de notre système juridique qui ne serait pas d'abord la liberté de faire et ensuite les interdictions. Vous reconnaissez que le principe aujourd'hui pour l'agriculture, c'est l'interdiction. L'interdiction d'utiliser des produits, l'interdiction d'accéder à l'eau, l'interdiction d'utiliser vos terres, et puis par dérogation, les dérogations, par exception, vous allez pouvoir utiliser de l'eau, vous allez pouvoir utiliser vos sols, vous allez pouvoir utiliser vos produits. Voyez ? La simplification, pour Barnier, c'est simple. La simplification va passer par un nouvel effort de déconcentration. C'est-à-dire que les préfets vont être encore plus forts qu'avant. Alors, on remet, vous vous rappelez tout ce que je vous ai dit avant, les préfets créent des normes par arrêté. D'ailleurs, les SDAGE et les SAGE sont contenus dans des arrêtés. Arrêtés des préfets, coordonnateurs de bassins, départementaux, etc. Le préfet est déjà un très grand producteur de normes, en particulier environnementales. Mais là, on va lui redonner encore plus la main. Donc l'écriture locale du droit, et en particulier du droit agricole, va être encore plus importante au nom de la simplification. Alors, c'est ceux qui sauront écrire ce droit-là qui auront la main, pas les autres. Merci Carole. Est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots sur ton expérience récente sur les retenues d'eau et les manifestations? Et tu m'avais expliqué qu'en fait maintenant on n'interdisait plus les retenues d'eau, mais voilà, c'était du côté du juge, pour qu'on ait un exemple concret. Alors l'exemple en ce moment sur les retenues d'eau. Alors, je ne suis ni pour ni contre les retenues d'eau, je ne suis ni pour ni contre l'irrigation, ça ne relève pas du droit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en droit. En droit, ce que je constate aujourd'hui. Vous savez, pour construire un ouvrage de retenue d'eau, vous avez besoin d'une autorisation administrative.
une autorisation ou faire une déclaration. Mais en tout cas, l'autorité administrative doit valider le fait que vous puissiez faire des travaux. Pour faire vos travaux, vous dépendez de ce que l'on appelle, et vous savez tous ce que c'est, d'une étude d'impact. L'étude d'impact, c'est de voir quels sont les impacts de votre projet sur l'environnement. On se fiche de savoir quels sont les impacts de votre projet sur l'agriculture. C'est ce que je n'arrête pas de dire à mes agriculteurs. Arrêtez de me parler de l'intérêt d'avoir de l'eau pour vos filières. Le droit s'en moque. Ce qu'il veut savoir, c'est quels sont en fait les impacts de votre ouvrage sur l'environnement. Bon, une fois que ce pauvre agriculteur a fait toutes les démarches, ça lui prend plusieurs années, ça lui coûte, je vous passe les prix des bureaux d'études, j'ai rien contre les bureaux d'études, mais c'est comme ça, si vous voulez, c'est quand même un marché très lucratif. Bon, il paye, il obtient peut-être son autorisation. Alors c'est vrai que vous avez entendu partout qu'il y a des pressions disant mais il faut que l'État autorise la construction de ces retenues d'eau, il faut qu'on ait des aides publiques pour construire les retenues d'eau, donc vous avez tout un dispositif d'aide publique conditionnée qui se met en place, les régions, les départements, les agences de l'eau, tout le monde s'y met. Alors possiblement votre agriculteur a l'autorisation, il a les financements pour faire ces retenues. Très souvent aujourd'hui ce sont des retenues d'eau collectives. C'est-à-dire que c'est un groupement d'agriculteurs qui vont porter ces retenues d'eau. Bon, généralement, une fois qu'ils ont l'autorisation, elle est attaquée par les ONG. Il y a des associations spécialisées dans les contentieux. FNE n'en fait pas mystère. Ils ont, je crois, une quarantaine de juristes à leur disposition en permanence pour faire du contentieux. C'est marqué dans leur statut. Leur objet, c'est faire du contentieux. Donc, ils font du contentieux, ils attaquent devant les tribunaux. Alors, du coup, quand vous vous retrouvez devant les tribunaux, ça prend du temps. Première instance, appel, recours, etc. Et puis, à chaque fois, vous attendez. C'est pas suspensif, sauf que essaie de construire quand il y a un recours en cours. Et c'est là où on a nos soulèvements de la terre et compagnie qui viennent faire un tour sur les bassines, comme ils disent, pour aller les détruire. Et c'est ce qu'on a vécu encore cet été dans la Vienne ou alors Sainte-Soline, etc. Bon, donc c'est un contexte flou et les financeurs sont pas chauds pour financer quand il y a des contentieux en cours. Et les assureurs, alors là, encore moins. Il y a un problème d'assurance aussi en ce moment. Une fois que vous avez passé tout ça, votre retenue d'eau, il faut bien la remplir. Il faut obtenir des prélèvements. Ah bah oui, mais là, vous dépendez d'une autre autorisation. Et là, vous demandez une autorisation de prélever. Puis généralement, aujourd'hui, tous ces irrigants font partie d'un dispositif qu'on appelle l'organisme de gestion collective de l'eau, qui est aussi un dispositif juridique en tant que tel. Et là, l'organisme unique de gestion collective de l'eau, c'est lui qui va gérer collectivement les prélèvements d'eau, qui sont toujours revus à la baisse par l'autorité administrative qui délivre une autorisation unique de prélèvement. Et puis quand vous avez la sécheresse, de toute façon, vous n'avez pas le droit de prélever de l'eau pour irriguer. Donc ce que je constate aujourd'hui, c'est la multiplication des recours, où là on va tomber dans un travail d'avocat qui n'est pas tout à fait le même travail que je fais moi, puisque moi, vous l'avez compris, je suis en amont des textes, dans l'écriture. L'avocat, lui, il va se rattacher aussi à des problèmes de formalisme, des problèmes qui finalement, moi, juridiquement, m'intéressent moyennement en réalité, mais c'est son travail de défendre son client. Donc, il y a un très, très gros travail d'avocat en ce moment. Mais malgré tout, ce que je constate, c'est qu'après, quand on reboucle avec les SDAGE et les SAGE et les fameuses études scientifique que l'on appelle HMUC aujourd'hui pour ceux qui connaissent un petit peu le bassin Loire-Bretagne, de toute façon au nom de la sobriété, il y aura de moins en moins de volumes qui seront accordés, y compris pour prélever en hiver, en période de hautes eaux. Donc moralité de l'histoire, on a une mécanique qui se met en place depuis plusieurs années qui fait que même si vous arrivez à construire votre retenue, vous n'obtenez pas forcément les prélèvements nécessaires pour la remplir et même quand vous avez obtenu les prélèvements, vous ne pouvez pas forcément vous en servir. Parce qu'à la base, et c'est toujours comme ça, vous savez, le droit, c'est une question de légitimité. Si la question, effectivement, de l'eau, du caractère stratégique de l'eau en agriculture n'est pas reconnue, acceptée, si on ne sort pas de cette approche caricaturale des mauvaises productions et des bonnes productions, les mauvaises, évidemment, le maïs, alors là, ça, c'est épouvantable, le maïs n'aurait pas le droit d'avoir des prélèvements. Quand vous êtes en arrêté sécheresse, le maïs, il s'en prend plein la figure.
pas de dérogation pour le maïs, c'est une mauvaise culture. Et c'est là où on bascule dans une vision qu'a le droit de l'environnement des valeurs, le bien, le mal, le blanc, le noir. Et ça, c'est une dynamique aussi qui est un petit peu compliquée pour le monde agricole, qui est très dans le gris quand même. Quand vous posez une question à un agriculteur, la réponse, elle est rarement catégorique. Oui, mais nous, avec ce droit de l'environnement, on est tranché, hiérarchisé, priorisé. On parle aujourd'hui de prioriser les productions agricoles. J'ai une question en ligne. Comment concilier les principes du droit de l'environnement et l'agriculture vue comme d'intérêt général majeur? Donc cette notion d'intérêt général majeur, elle est dans la loi qui est dans les tuyaux, dans les tiroirs toujours. Ouais. C'est une notion que toi, tu avais portée, cette notion d'intérêt général majeur. Oui. Alors, pour la petite histoire, vous comprenez bien que ça fait 30 ans que je suis biberonnée au droit de l'environnement. Et que je suis la mécanique de prise de pouvoir de ce droit, qui a commencé de façon très très modeste. Mais ce droit a toujours été conçu véritablement comme un droit public, c'est vrai, un droit qui voulait s'imposer. L'intérêt général, pour un juriste de droit administratif, c'est quelque chose de fondamental, puisque l'État n'est légitime que s'il agit au nom de l'intérêt général, et que tout le travail du juge s'organise autour de l'intérêt général. Si vous voulez porter atteinte à l'intérêt général, alors l'intérêt général, là aussi, il faut accepter le fait que l'intérêt général, il change en fonction des périodes. Ce qui est d'intérêt général en 1950 n'est pas forcément l'intérêt général aujourd'hui en 2024. Ça change. Et puis l'intérêt général est multiple. C'est pas parce qu'on dit que la protection de l'intérêt général, la protection de l'agriculture est d'intérêt général que vous portez atteinte à la protection d'intérêt général de l'environnement. Non, ça veut juste dire que les deux maintenant doivent être traités de la même façon et qu'il va falloir équilibrer les deux. Ça veut dire concrètement que si des textes, quels qu'ils soient, des arrêtés, des décrets, tout ce que vous voulez, porte atteinte aux capacités de production de l'agriculture en décidant que, parce qu'il y a des considérations écologiques, il faut laisser tant d'eau, si vous voulez, dans le cours d'eau pour laisser passer les poissons. Et qu'à ce titre, l'agriculture ne va pas pouvoir irriguer. Il va falloir se poser la question des atteintes portées à la capacité de production de l'agriculture au nom de la protection de l'intérêt général des poissons, que je ne conteste absolument pas, mais se poser la question, est-ce que c'est proportionné? Est-ce que ce n'est pas excessif? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de faire? Est-ce que, par exemple, l'État ne peut pas se poser la question, oulala, d'une indemnisation? Parce que toutes ces histoires d'environnement, c'est génial, c'est gratuit. Moi, je ne parle jamais d'argent. J'ai déjà dit Jean-Baptiste, et quand j'étais à la SAF, ça m'a valu quelques déboires parce que je disais à tout le monde, mais non, moi, l'argent, ce n'est pas un problème. Moi, je suis d'intérêt général, pas besoin d'argent. Mais à un moment donné, vous voyez bien qu'on ne peut plus continuer à vivre comme ça. Donc, parler d'intérêt général pour l'agriculture, c'est simplement la rehausser dans la hiérarchie des intérêts, parce que c'est comme ça qu'on procède aujourd'hui dans notre société. Il y a une hiérarchie des besoins, une hiérarchie des intérêts, une hiérarchie des priorités. Et si cette agriculture n'apparaît pas dans nos priorités, on va continuer à banaliser l'agriculture. C'est ce que je vous dis depuis le début. L'agriculture, elle est banalisée comme toutes les activités économiques qui sont toutes, si vous voulez, identiques. C'est pour ça que faire reconnaître cet intérêt général dans la loi agricole, moi je me suis battue pour ça, c'est majeur. C'est pas du blabla, c'est pas de la com, c'est pas. Non, c'est redonner une valeur à l'agriculture. Et je dirais juste, et après je m'arrête, et puis de temps en temps, acceptons aussi d'envoyer des messages positifs aux agriculteurs. Moi je vais vous dire quelque chose, je l'ai vécu très clairement ces derniers mois. Les agriculteurs étaient contents. Parce que être d'intérêt général, ça veut dire aussi que la société reconnaît qu'on est important. La société dit aux agriculteurs, bah ouais, vous servez à quelque chose. Alors après, on me parle de souveraineté alimentaire, agricole, tout ce que vous voulez. Bon, comment ?
Moi, oui, je pense, parce que l'idée aujourd'hui, c'est de faire passer cette loi agricole presque en l'état, hein, ce qui est, voilà. Voilà, il y a des articles qui devraient passer. Enfin, en tout cas, il faut qu'il y ait un truc qui sorte. Bon, maintenant, jusqu'où ça ira, c'est un peu la question. Il faut forcément donner un signal au monde agricole. Et puis après, vous voyez bien que là, moi, je suis dans le structurel, hein. Le conjoncturel va être réglé par des aides, des accompagnements, peut-être des décrets, des arrêtés, je ne sais pas. Mais là, je pense honnêtement que ce droit rural a besoin d'être structuré, renforcé, pour pouvoir mieux défendre le volet productif de l'agriculture et pas que alimentaire, parce qu'il y a des productions qui ne servent pas à nous alimenter. Oui, bah merci beaucoup. Moi, je suis agricultrice, donc c'est vrai que aujourd'hui, on constate qu'on a des filières qui sont vraiment en perdition, parce qu'on a des installations qui sont vieillissantes. On est à la veille d'un gros renouvellement de génération. Et en fait, on a besoin d'investir dans pas mal de filières. Et l'eau, bah, c'est aussi une de nos ressources dont on a besoin pour se développer. Donc on a tous, en tant qu'agriculteur, on a souvent des petits projets dans le coin de la tête, mais en fait, on se met pas mal de barrières parce qu'en fait, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Je pense que la souveraineté alimentaire, c'est quand même un sujet qui devrait être beaucoup plus mis sur la table, parce que même si on en parle entre nous, dans les médias, on n'en parle que quand il y a une crise agricole. Et pourtant, la société, elle a quand même de grosses attentes vis-à-vis des agriculteurs sur ce qu'on met dans nos assiettes, ce qui se passe dans l'environnement. Donc là, en fait, je pense qu'effectivement, il y a vraiment besoin de remettre du balancier du côté de l'agriculture, pour que la société et les agriculteurs maîtrisent un peu mieux à la fois l'environnement, à la fois ce qu'on met dans nos assiettes. Et puis, oui, nos outils de travail, à savoir, est-ce qu'on va pouvoir continuer à investir, parce que il y a un vrai besoin d'investissement. Mais on a besoin d'être soutenu, on a besoin de visibilité. Et c'est vrai que le cadre juridique autour de l'eau en est un, quoi. Alors, vous l'avez compris, hein, le cadre juridique, donc, il est écrit par plein de gens, y compris les agriculteurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites participer à des réunions, que ce soit dans le cadre du comité de bassin pour le SDAGE, les commissions locales de l'eau, mais dans le cadre des PTGE, vous devez savoir ce que c'est, les PTGE qui sont encore des plans territoriaux de gestion de l'eau, enfin, on n'arrête pas d'en faire. Donc au bout d'un moment, on est noyé là-dedans, hein. En fait, je me demande si ce n'est pas une façon d'épuiser les participants. Parce que ça dure tellement d'années. Et puis quand vous avez fini de faire un PTGE, on vous dit « Ah oui, mais on n'a pas fini le SAGE ». Ah puis le SAGE, il a été revu, alors il faut recommencer le PTGE. Enfin, bref. Puis derrière, vous avez des protocoles. Ah bah ouais, mais le protocole, vous avez fini le protocole? Ah ouais, mais on n'a pas fait le PTGE. Enfin bon, tout ça est fait pour retarder, hein. De toute façon, faut pas... Parce que politiquement, l'accès à l'eau par l'agriculture est contesté aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est par la société ou par l'administration? Parce que là aussi, il faut se poser les bonnes questions. Hein. On a aussi, je suis désolée, moi je le constate au quotidien, une administration très militante. Hein, très militante, qui porte la sobriété vraiment en étendard, avec ses propres interprétations et sa vision de ce que devrait être une bonne agriculture. Bon. Mais pour répondre à votre question avec un langage plus juridique, pourquoi moi je me suis attachée à l'intérêt général et pourquoi la souveraineté alimentaire, elle me contrarie un peu. Pourquoi? Parce que la souveraineté alimentaire, le Conseil d'État a rendu un rapport, là, magnifique, le rapport 2024 sur la souveraineté. En fait, il nous explique qu'autant il sait ce que c'est la souveraineté politique, l'indépendance de l'État français par rapport à des, je sais pas, allez, au hasard, à la Russie qui voudrait mettre son nez où il ne faut pas. Donc là, oui, c'est une indépendance politique, c'est reconnu depuis la Déclaration des droits de l'homme, bref, etc. L'indépendance économique, le Conseil d'État n'est pas à l'aise avec ça. Il n'est pas à l'aise. Il ne sait pas ce que ça veut dire. La souveraineté en termes de médicaments, par exemple. La souveraineté informatique, la souveraineté... On veut tous être souverains, mais c'est-à-dire, jusqu'où veut-on accepter des dépendances ou pas? Parce qu'on ne va pas non plus vivre dans un monde clos. Enfin, moi, personnellement, je pense que ce serait une très mauvaise idée. Hein. Donc, la souveraineté alimentaire, déjà alimentaire, vous n'êtes pas que dans l'alimentation. Avant d'être dans l'alimentation, vous êtes dans la production. Déjà, il faudrait savoir si vous avez le droit de produire. Et votre problème, c'est plus de savoir si vous allez produire
Et quoi? Comment? Que de vous préoccuper de l'alimentation, qui est une thématique agroalimentaire. Là encore, je ne dis pas que ce n'est pas important, je ne dis pas que... Non. Mais il faut aussi bien considérer que quand on est producteur, il faut s'intéresser à la production. Il faut s'intéresser justement aux moyens de production. Est-ce que vous avez le droit d'utiliser des phytos, des engrais, de l'eau, la terre? Ça, c'est des questions qui vous concernent. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec cette notion de souveraineté alimentaire qui est un peu une notion un peu fourre-tout, avec derrière aujourd'hui, je vais vous le dire, ce qui est dans les tiroirs, c'est de prioriser les productions. La solution miracle, ce serait de prioriser. Puis vous allez me dire, on va prioriser par rapport à quoi? Par rapport aussi au changement climatique. Donc si vous êtes dans des régions où on vous dit qu'en 2100, il n'y aura plus d'eau, plus de maïs en 2025. Vous voyez? C'est très schématique, mais ça, je l'avais déjà vécu à la fin et même au moment du Grenelle de l'environnement, où j'avais eu une question incroyable venant du ministère de l'écologie. Mais en fait, pourquoi le monde agricole n'accepte pas de faire des plans de gestion comme les forêts? Mais en fait, c'est ce qu'il y a en germe en ce moment. Hein. Voilà. Et en fait, c'est ça. Donc, après, ça veut dire que vous allez avoir de plus en plus de localité dans les mesures. Donc moi, je vous conseille fortement, je ne sais pas de quelle région vous êtes, mais de vous impliquer dans tout ce qui se passe sur votre territoire. Alors c'est un vrai cri du cœur, hein, c'est-à-dire qu'on constate que les agriculteurs se désengagent de plus en plus, mais non, il faut s'engager de plus en plus, mais avec les bons outils. C'est-à-dire que c'est plus du syndicalisme comme avant. C'est quelque chose qui est différent. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que vous y allez, vous participez avec vos objectifs, votre façon de voir les choses, vos connaissances, vos valeurs, mais vous devez vous intégrer aujourd'hui dans une dynamique juridique qui est différente. Mais à quel niveau, par exemple, sur le territoire? Vous vous impliquez dans l'écriture de tous vos plans d'action, de tous les... Vous interpellez les chambres d'agriculture, savoir où elles en sont. Vous allez voir du côté de la région, je ne sais pas si vous faites partie d'un syndicat ou pas, mais il faut que vous arriviez à comprendre où se trouve chez vous votre centre. Voilà, les ASA, effectivement, les associations, vous avez des filières, mais vous avez peut-être une coopérative, vous avez peut-être un négoce, parce que ces outils économiques sont aussi embarqués dans l'écriture du droit. Donc, il faut absolument que ça vienne... Si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez plus attendre que ça vienne du haut et qu'il y ait les grands syndicats qui fassent pour vous. Ils font ce qu'ils peuvent au niveau national, mais ils ne vont pas vous sauver au niveau local. Donc c'est à vous de vous impliquer. C'est un job à plein temps. C'est pour ça, vous avez encore la chance d'être plusieurs et d'être organisés. Moi, je découvre tous. Merci. Ouais. Bonjour, je découvre tous ces sujets parce que je ne suis pas du tout du monde agricole, donc je trouve ça très éclairant déjà ce que vous avez présenté ce matin. Il y a un mot, ou du moins une réglementation que je n'ai pas entendue, qui s'appelle la CSRD, qui va pour moi sensiblement impacter. C'est quoi, vous voyez? C'est quoi ouais. Alors la CSRD, c'est une réglementation européenne que Emmanuel Macron a choisi de transposer dans le droit français. On est le premier pays en Europe à l'avoir transposé. D'autres vont venir, l'Allemagne, etc. Et de toute façon, toute l'Europe doit y passer. Et c'est une règle très contraignante pour l'économie française, puisqu'elle va obliger, dans un premier temps, les entreprises de plus de 250 salariés, plus de 25 millions d'euros de bilan, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut qu'il y ait 2 sur 3 critères, de devoir appliquer cette norme qui s'appuie sur 12 ESRS. Alors je ne vais pas faire trop de technique, mais les ESRS, ce sont des indicateurs qui vont mesurer l'impact, les impacts de l'entreprise. Et notamment dans la règle de la CSRD, il y a des ESRS très tournés vers l'environnement. Je pense que depuis ce matin, on parle essentiellement de ça. D'accord ? Ce qui veut dire qu'une structure, typiquement une industrie agroalimentaire, et donc vous parlez de production et de souveraineté alimentaire, mais dans la production, ça va bien dans une chaîne de valeur qui est l'alimentaire, la plupart du temps, même s'il peut y avoir de la production locale et de la vente locale, mais on est quand même dans une chaîne de valeur. Donc une entreprise qui est dans cette chaîne de valeur va devoir demander à ses fournisseurs, de façon obligatoire, des indicateurs, donc des fameux ESRS qu'elle va devoir donc calculer, et elle n'aura quasiment pour objectif de ne plus travailler avec des fournisseurs qui ne sont pas alignés avec cette directive.
Donc là, c'est un autre domaine du droit. C'est-à-dire que moi, je vous ai parlé de l'exploitant agricole confronté à des réglementations, etc. Et là, vous soulevez une autre question, qui est la construction d'un autre droit souple, qui est une construction qui passe par l'internalisation des contraintes environnementales à l'échelle de chaque entreprise. Alors, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Hein, c'est la RSE, c'est ça. Voilà. Et là, on est dans une autre dynamique, alors qui est effrayante. Alors moi, je le dis, je sais, je me fais pas des amis quand je dis ça. Moi, la RSE, ça me dépasse. Parce que là, alors là, c'est rédigé par des gens, je l'ai vu faire, hein, qui disent... Bon, alors, consommer de l'eau, c'est pas bien, les phytos, c'est pas bon, les engrais, ça sert à rien. Et puis, partant de là, on va vous construire un programme. Alors, l'entreprise, généralement, se dit, bon, moi, j'ai juste besoin d'une validation. Alors, il y a des cabinets, là aussi, c'est un truc formidable, ça, c'est un truc d'avenir. Hein. Les cabinets qui contrôlent, qui vous prennent un argent fou. Et puis, vous dites, oh, c'est pas grave, je coche des cases. Sauf qu'en réalité... Pardon? Oui, mais je sais, mais moi, je n'ai pas de problème. C'est un cabinet, mais une start-up qui mesure la performance. Oui, mais c'est ça. Donc, mais non, mais pour la profession comptable, je précise. On est entre nous. Là, cette performance écologique, etc. Moi, je suis ni pour ni contre. C'est simplement concrètement, si vous voulez. Et c'est vrai que là, on a une superposition qui est incroyable parce que l'entreprise internalise ses contraintes. Elle va les répercuter sur ses clients. Et là, on va tomber dans du droit plus officiel, puisque ça va passer par des contrats de production, etc. Et des appels d'offres et des référencements, où si vous ne jouez pas le jeu, vous n'êtes plus référencé. Exactement. Et là, tout d'un coup, là, si vous voulez, en termes d'écriture du droit, moi, c'est juste l'écriture, là, je vais vous dire, je suis un peu perdue. Pourquoi? Parce que où s'écrivent les normes, ces fameux indicateurs? Qui les écrit? Comment? Je peux vous dire, hein, c'est les FRAG, c'est un organisme européen. Voilà, donc c'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas nous tous, hein, c'est au niveau du Parlement européen. Voilà. Hein. Et là, d'ailleurs, c'est pas transparent du tout. Le Green Deal est en train d'être discuté, vous le savez tous très bien, hein, au niveau du Parlement européen. Donc il se peut que cette fameuse réglementation soit d'ailleurs un peu détricotée. On ne sait pas, hein, c'est possible. Mais voilà, on en est là. Mais une fois de plus, elle a été transposée dans le droit français. Donc elle a aujourd'hui, moi j'entends tout ce que vous dites, mais concrètement, je suis un agriculteur et j'ai comme un client important ou une coopérative, peu importe, qui est soumis à cette règle-là, je vais devoir me soumettre à un reporting extra-financier. C'est une obligation. L'intégration des agriculteurs, je crois que c'est un vrai sujet. Alors, on n'utilise pas ce terme, mais d'intégration, je crois que c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Mais évidemment. Et puis quand vous êtes sur des territoires, évidemment, enfin, on va pas donner des noms, mais si vous voulez, moi, ce que je veux mettre en avant, c'est que ce pauvre agriculteur, moi, je ne serai jamais agricultrice, moi, je vous le dis, il doit faire attention. Ah, mais moi, j'ai un respect, mais bien sûr, et j'ai un respect total, une admiration totale pour les personnes qui font ce métier-là, mais moi, je n'aurais pas la capacité, parce que, bon, accessoirement, il faut faire votre métier, mais ça, c'est vraiment de l'accessoire. Et puis, au principal, il faut gérer, effectivement, ce côté juridique, administratif, fiscal, parce que moi je parle d'un petit sujet, hein, je ne parle pas du reste, hein, et se superpose, et c'est là où on pourrait s'interroger sur l'articulation, vous voyez, entre tout ça, parce que vous voyez bien que si vous êtes sur une zone soumise à contraintes environnementales, on va vous imposer des restrictions pour protéger un captage d'eau potable, hein, ça vous êtes obligé de respecter, bon, mais en même temps, vous allez tomber dans quoi? Dans un dispositif contractuel. Et avec cette idée toujours, vous savez, de l'effet cliquet. Vous devez toujours aller plus loin que ce que disent les textes. Donc, ce qu'il y a de génial aussi dans cette écriture molle du droit, en fait, internalisée par les entreprises, c'est qu'au final, il faut toujours cranter, sinon ça ne sert à rien. On ne va pas, si vous voulez, écrire un contrat pour dire aux automobilistes, vous ne passez pas au rouge. Bon, en principe, c'est compris. Bon. Vous n'allez pas financer le fait que l'automobiliste s'arrête au rouge, puisque c'est une infraction pénale si vous passez au rouge. Du coup,
vous êtes toujours en train de cranter. Et je pense que c'est de ça aussi dont vous parlez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vertigineux de se dire que il y a les textes réglementaires, on va dire ça comme ça, vous y êtes contraints. Vous avez les us et coutumes au local. Moi, on me dit sur tel territoire, ah non, nous, on a passé un pacte là, ouais, un pacte. Alors je leur dis, c'est quoi, c'est comment, machin. À la fin, je leur dis, vous savez que c'est un morceau de papier. Non, 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 on est engagé. Donc le sentiment d'être engagé. Et puis, vous avez à côté de ça, évidemment, hein, vos fournisseurs, vos débouchés, les meuniers, tout ce que vous voulez, qui, eux, internalisent, les coopératives, hein, qui, elles, vont internaliser d'autres normes. Et au final, avec des fois la question, est-ce qu'on va mettre en place des paiements pour services environnementaux? Alors, je mets des paiements pour services environnementaux à quelle échelle et je paye quoi, comment? Et c'est là où on retombe aussi sur une surveillance de l'administration qui veut s'assurer que ce soit efficace et qu'on ne vous paye pas à ne rien faire quand même. Voyez? Oui, je reviens sur ce que vous dites et je partage simplement de partir de normes de l'EFRAG ou d'autres hein, au niveau européen et de descendre. C'est toujours la petite entreprise qui en subit les conséquences, la micro-entreprise ou la petite entreprise. Et à un certain moment, il faut se poser la question, plutôt que de descendre, de monter et de dire voilà ce qui est utile, nécessaire, important. Alors sur le plan économique, environnemental, etc., pour la petite, la micro-entreprise, au sens même européen du terme, et de monter. Le danger, il est qu'on descend et il y a toujours des mesures qui n'ont rien à faire qui n'ont pas une importance telle pour la petite entreprise, mais que ça va impacter. Et c'est elle qui subit les conséquences. C'est cette petite entreprise, l'agriculteur sur le terrain, etc. Mais je suis d'accord pour dire qu'il y a des contraintes qui nous arrivent. Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, c'est une contrainte qui descend par ruissellement. Donc après, on peut dire, moi, oui, je suis pas soumis à l'obligation réglementaire, mais je le suis économiquement parce que mon donneur d'ordre y est soumis et qui va mettre une contrainte économique, en fait. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est vrai que cette idée, alors moi je milite beaucoup pour ça, c'est-à-dire de vraiment de repartir du terrain parce que après vous savez il y a aussi une grande vision du côté des environnementalistes, hein, tout ce qui est petit est mignon, donc il faut que tout soit petit. Simplement quand on commence à regarder les contraintes aujourd'hui, cet environnement hein, qui existe, on se dit que la toute petite exploitation agricole, comment fait-elle pour résister? Alors après, on peut parler de marché de niche, on peut parler d'adaptation très localisée, mais c'est quand même très compliqué. Donc c'est vrai que quand j'entends effectivement il faut lutter contre les grands élevages, il faut lutter contre machin, etc. Mais qui a les moyens aujourd'hui de lutter contre ce ruissellement, cette avalanche de normes, de contentieux, parce qu'il faut payer aussi, hein, quand vous êtes attaqué, l'élevage il est attaqué au contentieux, l'avocat il n'est pas gratuit, c'est normal. Hein. Donc au bout d'un moment, moi je trouve que la question est bonne et ça rejoint la question du renouvellement quand même des populations, c'est-à-dire qu'il faut quand même se poser la bonne question. Veut-on encore, oui ou non, des agriculteurs chez nous demain, dans 5 ans, 10 ans, enfin c'est pas non plus dans 100 ans. Hein. Et qu'est-ce qu'on veut comme agriculture au pluriel? Est-ce qu'on ne pourrait pas justement se poser les bonnes questions de pérennité? Et c'est pour ça que je n'utilise pas, et c'est sciemment, le terme de durabilité. Parce que tout le monde avec durabilité entend un truc différent. En réalité, dans les textes, quand c'est durable, c'est de l'écologie. Moi, je parle de pérennité. Hein. La pérennité économique et sociale et environnementale de l'exploitation agricole, quelle que soit sa taille. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est vrai que cette question-là, malheureusement, aujourd'hui, je trouve qu'elle est mal posée ou même pas posée du tout. Il y a encore des questions? Dans la
sur le fil non plus? Ok. Ben, il me revient de clôturer cet échange. Chère Carole, merci beaucoup pour la présentation que tu as faite, effectivement, chronologique et également du droit de l'environnement, de la manière dont il a imprégné l'ensemble des droits, dans la manière aussi où il est aujourd'hui appliqué, où il irrigue l'ensemble de nos activités humaines, et en particulier l'activité agricole. C'est un sujet qu'il faut effectivement suivre de manière vraiment avec beaucoup d'attention, de manière attentive, parce que effectivement, il est à un moment donné de nature à perturber, on va dire, la capacité des agriculteurs à produire et aussi à pérenniser, comme tu le disais, leur exploitation agricole. Il y a des opportunités aussi, comme dans toute contrainte, la contrainte crée des opportunités. On évoquait la contrainte de la réglementation ou la contrainte de, on va dire, du ruissellement des normes. C'est aussi parfois une manière pour un agriculteur aussi qui est en mesure de répondre à ce ruissellement d'avoir des débouchés qui peut-être peuvent être fermés pour des concurrents, notamment à l'extérieur. Mais effectivement, incontestablement, il faut bouger. Tu le sais, Agridé a produit, je donnerai un exemple à monsieur, une note sur la comptabilité socio-environnementale. Voilà, vous l'avez. C'est le rôle d'un think tank. Carole a animé pendant plusieurs années justement, a eu ce rôle de vigie sur la montée en puissance du droit de l'environnement à la fin des années 2000. Nous parlions ici à la fin des années 2000 des PSE. Tu as porté une réflexion sur les paiements pour services environnementaux. À l'époque, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Aujourd'hui, on va dire tous les décideurs n'ont que ce terme à la bouche. La comptabilité socio-environnementale va arriver. Ce n'est plus une interrogation, c'est juste une question de temps. Ce travail est aussi une manière d'acculturer les agriculteurs et les chefs d'entreprise à ce qui va se produire, c'est-à-dire cette obligation également de reporting au niveau de la TPE. La question, c'est quel type de reporting va-t-on nous imposer? Et là, il y a encore du travail. L'idée, effectivement, comme le disait Patrick Vandamme, expert comptable spécialisé dans les questions agricoles et trésorier de l'association Agridé, le disait très bien. Effectivement, il faut avoir une grille de lecture compréhensible pour nos agriculteurs. Je terminerai parce que nous nous retrouvons dans une semaine déjà au Congrès national de l'Association française de droit rural, le statut de l'exploitant agricole, zone de perturbation, point d'interrogation. Et j'aurai l'immense plaisir de participer à une table ronde avec toi sur le thème comment intégrer le modèle entrepreneurial sans banaliser l'agriculture. Donc un sujet un peu plus, on va dire, entrepreneurial, mais où les contraintes ne seront jamais très loin. Merci encore de nous avoir consacré de ton temps. On sait qu'en ce moment, tu es à nouveau sollicité puisque la loi repart, j'allais dire, au Sénat, et tant mieux d'ailleurs parce que tu as porté une grande idée dans l'article 1er. Tu avais réservé tes premières propositions pour Agridé et la plateforme Agridroit, où tu as développé ce concept d'intérêt général majeur, bon, peu importe, mais intérêt général de l'acte agricole. Bon, ça fait florès et je pense que l'on n'est plus très loin du bout, en tout cas sur cette notion. Donc on te doit beaucoup sur ce point. Ce n'est pas miraculeux, mais c'est une pierre à l'édifice du droit agricole pour le coup, cette capacité qu'a le droit agricole aussi de faire entendre la spécificité de la production agricole et la nécessité d'avoir encore un acte productif dans ce pays, parce qu'on l'a un petit peu oublié. Le fait productif, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas un gros mot, et nous en avons besoin pour pouvoir nous nourrir. Merci à toutes et à tous. On se retrouve en mars. On a une date qui est à définir encore et un invité que nous vous proposerons. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Et merci Carole.